Récemment, je suis tombé sur le premier podcast de la CIA dans lequel Bill Burns, le directeur de l'agence, a souhaité démystifier le travail d'espion. Selon lui, la réalité est très éloignée de ce que les films populaires dépeignent. Ce n'est pas un monde de héros qui conduisent des voitures de luxe pieds au plancher, qui désamorcent des bombes et règlent des crises mondiales à eux seuls. Alors oui, il y a bien quelques espions spécialisés dans les opérations musclées, mais la majorité sont des comptables, juristes, linguistes ou encore informaticiens de formation qui mènent une vie tout à fait paisible. Gareth Williams était l'un d'entre eux. Mathématicien brillant, discret selon ses proches, passionné de course à pied, de design d'art, de manga et de jeux vidéo. Cet espion du MI6 était considéré par ses supérieurs comme l'un des meilleurs hackers du renseignement britannique. Si Gareth a mené une vie en apparence ordinaire, bien loin des clichés à la James Bond, sa mort, elle, a été particulièrement extraordinaire. En 2010, Gareth Williams est retrouvé mort dans son appartement londonien. Son corps est retrouvé nu, enfermé dans un sac de sport cadenassé de l'extérieur. L'affaire a fait grand bruit, et au terme d'une enquête controversée, la police a conclu que la mort de Gareth était probablement d'origine accidentelle. Alors, qu'est-il arrivé à Gareth Williams ? Suicide ou mauvaise rencontre ? Sa mort était-elle liée à son travail comme le pense sa famille ? Cachait-il quelque chose ? Je vous raconte tout de suite la très étrange affaire de l'espion retrouvé dans un sac. Gareth Williams est né le 26 septembre 1978 à Anglesey, au Pays de Galles. Très doué à l'école, il obtient l'équivalent d'un baccalauréat à 13 ans, un diplôme universitaire en mathématiques à 17 ans et entame un doctorat à l'université de Manchester à 18 ans seulement. À 22 ans, il est recruté par les services secrets britanniques, plus précisément par le GCHQ, le Government Communication Headquarters, qui s'occupe du renseignement d'origine électronique. Difficile d'avoir des informations précises sur la nature des missions de Gareth au GCHQ, mais on sait qu'il a passé du temps sur des sites spécialisés dans l'interception de communication à l'échelle mondiale, en Angleterre, ou encore qu'il a travaillé aux États-Unis, à former AD dans le cadre d'une collaboration avec la NSA et le FBI. Après presque 8 ans à travailler avec l'élite des hackers, cryptographes et analystes du GCHQ, Gareth postule pour rejoindre le prestigieux Secret Intelligence Service, plus connu sous le nom de MI6, les services secrets extérieurs britanniques. Sa candidature est acceptée. Il est détaché au MI6 et déménage dans un petit appartement londonien en 2009. À l'été 2010, Gareth pose ses congés annuels pour se rendre aux États-Unis. Il assiste à la DEF CON, une très célèbre conférence de hackers à Las Vegas, et rentre à Londres le 11 août. Toujours en congé, il est filmé en train de faire du shopping dans des boutiques de luxe de la capitale anglaise le 12, 14 et 15 août. Le matin du 16 août, son ordinateur portable est utilisé pour visiter un site de cyclisme. Toujours le 16 août, Gareth devait reprendre le travail et présider une réunion importante au siège du MI6. Bien que d'habitude très ponctuel, Gareth ne se présente pas et ne préside pas la réunion. Puis les jours passent et toujours aucune trace de Gareth Williams. L'espion ne se rend pas au travail et ne donne aucun signe de vie. Le 23 août, sa sœur contacte un de ses collègues au MI6. Elle est très inquiète, elle n'arrive pas à joindre son frère depuis plusieurs jours et cela ne lui ressemble pas. Le même jour, ses collègues vont faire remonter l'information à leurs supérieurs et après 7 jours d'absence, le MI6 prévient enfin la police qui envoie une patrouille au domicile de Williams pour une visite de contrôle. Arrivé sur place, le policier casse la porte et pénètre dans l'appartement en espérant porter secours à Gareth. Une fois à l'intérieur, l'agent remarque qu'il fait une chaleur étouffante. Les radiateurs sont poussés à fond, fait inhabituel en plein mois d'août, même à Londres. Le policier se dirige alors vers la salle de bain tenante au salon. Dans la baignoire, il aperçoit un sac de sport rouge de la marque North Face. Le sac est fermé de l'extérieur par un cadenas. Il est très lourd et quand l'agent le déplace un peu, un liquide suspect rougeâtre s'en échappe. Le policier fait alors une entaille dans le sac et c'est à ce moment qu'il découvre le corps en décomposition de Gareth Williams. Avant même l'ouverture de l'enquête, une rencontre secrète entre le patron du MI6 et le chef de la police a lieu dans les bureaux de l'agence de renseignement. Le chef du MI6 ne veut pas que les enquêteurs s'intéressent de trop près aux activités top secrètes de Gareth Williams afin d'éviter des fuites. Les deux hommes vont également se mettre d'accord sur l'identité de la personne chargée de l'enquête. Ce sera l'inspecteur Jackie Sebir. Le renseignement américain a également pris contact avec le ministre des Affaires étrangères britannique. Gareth Williams avait collaboré avec la NSA et le FBI.
Les Américains veulent également s'assurer que les détails de la collaboration restent confidentiels. Dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères signe un certificat d'immunité, empêchant la police d'appeler comme témoins les agents de la NSA et du FBI ayant travaillé avec Williams. L'enquête commence. Tout d'abord, les policiers vont découvrir que l'appartement est détenu par une société immatriculée dans les îles Vierges et gérée par les services secrets britanniques. La porte ne révèle aucune trace d'effraction. Dans la salle de bain, les policiers notent que le sac rouge est verrouillé par un cadenas depuis l'extérieur. Les clés du cadenas sont retrouvées à l'intérieur du sac, sous le corps de Garrett qui est nu, en position fétale et les bras en croix. L'autopsie, quant à elle, ne révèle aucune trace de coup ou de signe de lutte sur son corps. Aucune trace ne permettant d'indiquer qu'il avait été maîtrisé avant d'être placé dans le sac ne sera retrouvée. Les analyses toxicologiques ne donneront rien non plus. La chaleur inhabituelle de l'appartement, causée par les radiateurs allumés à pleine puissance en plein été, a accéléré la décomposition du corps, rendant difficile voire impossible les analyses. 3 médecins différents vont effectuer des examens et tous échoueront à trouver les causes de sa mort. Selon eux, il pourrait s'agir d'un empoisonnement ou d'une asphyxie. Ils estiment la date de sa mort au 16 août, date à laquelle il devait rentrer de congé et reprendre le travail. Les experts ne trouvent aucune empreinte digitale dans la baignoire et la salle de bain. Pas non plus sur le cadenas ayant servi à fermer le sac ou sur la fermeture éclair. Pas même celle de Garrett. 2 traces d'ADN différentes sont retrouvées sur la fermeture éclair du sac et sur les poignets, mais impossible de les faire matcher avec qui que ce soit. Dans la pièce principale, tout est soigneusement rangé. Sur la table à manger, il y a un téléphone portable et 2 cartes SIM à côté l'une de l'autre. Les analyses du téléphone montreront qu'il a été réinitialisé et restauré à ses paramètres d'usine le jour de la mort supposée de Garrett. Dans l'appartement, les enquêteurs vont également découvrir une perruque orange posée sur le dossier d'une chaise et plus de 20 000 € de vêtements et de chaussures de luxe pour femmes ainsi que des produits cosmétiques. Même pas 48 heures après la découverte du corps de Williams, une source policière citée par un tabloïd anglais indique que Garrett Williams est sûrement mort de façon accidentelle lors d'un jeu érotique. Le 1er septembre, la police communique les résultats de l'autopsie au grand public. Elle indique également être à la recherche d'un couple. Les 2 individus sont décrits comme étant dans la vingtaine et de type méditerranéen. Ils se seraient rendus au domicile de Williams 1 mois ou 2 avant sa disparition. À un voisin du rez-de-chaussée, ils diront rendre visite à un certain Pierre Paolo, tout en désignant l'appartement de Williams dont ils ont les clés. Pendant plusieurs mois, des enquêteurs vont livrer des informations sur la vie privée de l'espion à la presse. Les tabloïds anglais vont largement relayer et surenchérir. He'd visited bondage websites, gone to gay bars and bought tickets to drag shows. Police have revealed new details about the intensely private life of MI6 spy Gareth Williams. En décembre 2010, Jackie Sebir fait le point sur l'enquête devant les journalistes. Elle indique que la police est toujours à la recherche du couple et publie cette fois un portrait robot. Concernant les informations sur la vie privée de Garrett rapportées à la presse, Jackie Sebir explique, je cite, « La divulgation de ces détails embarrassants, blessants et pénibles est nécessaire pour obtenir des informations, car les détectives pensent que quelqu'un d'autre était dans l'appartement. » Le détective Amish Campbell en rajouta une couche. Il déclara qu'il était certain que quelqu'un d'autre était impliqué dans, je cite la BBC, l'acte de bondage ou la scène homosexuelle qui a mal tourné. On apprend également qu'un expert a conclu qu'il était impossible pour Garrett de s'être enfermé seul dans le sac. La police conclut donc que le décès reste suspect et inexpliqué, et qu'aucune cause concluante n'a été trouvée. Mais dans la presse, une source policière explique que la piste privilégiée serait celle d'un jeu érotique qui aurait mal tourné. Les proches de Garrett vont largement s'indigner de la publication d'éléments sur la vie privée du jeune homme. Selon sa sœur, les vêtements et accessoires retrouvés à son appartement sont trop petits pour lui. Ils étaient sûrement destinés à être offerts. Selon sa famille, qui s'exprime par l'intermédiaire de son avocat, la mort de Garrett est liée à son activité professionnelle. Dans le système judiciaire britannique, lorsqu'un décès est jugé suspect, une enquête indépendante est menée en parallèle de celle de la police par ce qu'on appelle un coroner. Après des mois d'enquête et d'audition, au printemps 2012, le coroner Fiona Wilcox présente les conclusions de son enquête. Le coroner met en avant de nombreuses entraves à l'enquête de la part du MI6. Pourquoi le MI6 a-t-il mis 7 jours à signaler la disparition de son employé ? Selon elle, les explications du responsable de Garrett concernant ce retard ne sont pas convaincantes. L'employeur est également pointé du doigt pour avoir caché à la police l'existence de certains effets personnels présents sur le lieu de travail de Garrett, comme 9 clés USB. Néanmoins, le coroner précise que l'analyse de ces clés qu'elle a finalement obtenues n'a rien donné. Un collègue de l'espion a également rapporté chez lui un iPhone qu'il a trouvé dans le casier de Garrett et qui contenait une vidéo de lui nu, portant seulement des bottes, avant de la remettre à la police le lendemain, ce qui est parfaitement illégal. Le coroner se montre également très critique envers les fuites sur la vie privée de Garrett dans les médias.
Elle explique qu'il pourrait s'agir d'une tentative de manipulation des preuves. Le coroner rejette la théorie d'un jeu érotique qui aurait dérapé ou de faire le lien entre la vie intime de l'espion et les causes de sa mort. Elle présente néanmoins un témoignage. Un matin, l'ancienne propriétaire de Garrett aurait entendu des halèdes venant de son appartement. En rentrant, elle l'aurait découvert menotté à son lit. Une fois libéré, Garrett lui aurait expliqué qu'il essayait de savoir s'il pouvait se détacher seul. Le coroner confirme également le résultat des autopsies. L'absence de coups ou de traces de lutte sur son corps, l'absence d'empreintes sur les cadenas, la fermeture éclair ou le bord de la baignoire. Concernant le couple méditerranéen, la police aurait indiqué au coroner que les recherches n'avaient rien donné. Selon Fiona Wilcox, Garrett n'a pas pu entrer seule dans le sac. Elle a mandaté plusieurs experts pour faire des tentatives et toutes n'ont rien donné. Au total, plus de 400. Dans ses conclusions, le coroner dit que Garrett Williams a probablement été victime d'un crime, impliquant au moins une autre personne, mais il lui manque des preuves pour pouvoir l'affirmer avec certitude. Le verdict du coroner va avoir pour effet de relancer l'enquête de police. En 2013, Scotland Yard rend un verdict définitif. Malgré le réexamen des preuves, ils n'arrivent toujours pas à trouver de pistes probantes. Le scénario le plus probable est selon eux que Garrett soit mort seul dans son appartement après s'être accidentellement enfermé seul dans le sac. La police contredit donc le verdict du coroner et ses propres conclusions. Mais ils ajoutent qu'en réalité, il existe des contradictions probantes pour les deux hypothèses. L'affaire est définitivement classée sans suite. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, les circonstances de la mort de Garrett Williams restent un mystère. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre ? En réalité, la police a raison en disant que des éléments probants viennent contredire ces deux pistes. Oui, il est possible que Garrett se soit enfermé seul dans le sac pour satisfaire un fantasme personnel, mais n'est-il pas troublant qu'on n'ait retrouvé aucune empreinte digitale sur les cadenas ou les rebords de la baignoire ? Garrett pouvait-il réellement se glisser dans le sac et le refermer sans toucher les bords de la baignoire, la fermeture éclair ou le cadenas ? Alors Bill Burns avait raison dans son podcast de la CIA. La plupart des espions mènent une vie calme et paisible. Mais il peut arriver que leur mort, elle, rattrape la fiction.